Bonjour à tous, vous avez peut-être vu passer l'information, l'Assemblée nationale vient d'adopter en première lecture un amendement qui est un changement législatif majeur. L'abandon de poste ne va plus ouvrir droit au chômage. Alors c'est pas encore définitif, mais c'est en très bonne voie. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce que ça implique et puis surtout vous montrer à quel point c'est très problématique. Et puis je vais profiter aussi de l'occasion pour faire un point complet sur les cas de rupture du contrat de travail qui ouvrent droit au chômage. Et puis en fin de vidéo, je vous donnerai mes conseils pratiques qui sont les alternatives à l'abandon de poste pour pouvoir quitter son travail tout en percevant les allocations chômage. Alors on va déjà commencer par définir ce qu'est un abandon de poste. Tout simplement, du jour au lendemain, vous ne vous rendez plus à votre travail et vous ne fournissez aucun justificatif à votre employeur. Vous êtes donc en absence injustifiée et cette absence va se prolonger. C'est ce qu'on appelle l'abandon de poste. Et cette situation ouvre droit pour votre employeur de vous licencier. Je dis bien ouvre droit parce que c'est une possibilité, il n'en a pas l'obligation, hein. On voit des employeurs parfois qui ne font rien. Pourquoi? Parce que comme vous ne venez pas travailler, l'employeur n'a pas à vous verser de salaire. Donc la situation peut durer un certain temps comme ça. Mais si l'employeur vous licencie, il le fera pour faute simple ou pour faute grave. Bien souvent pour faute grave parce que ça permet à l'employeur de ne pas vous verser l'indemnité légale de licenciement. Il ne vous versera que le solde de vos congés payés acquis. Et jusqu'alors, il y a certains salariés qui, plutôt que de démissionner, se mettaient en abandon de poste pour pouvoir être licenciés et percevoir les allocations chômage. Oui, parce que vous savez que quand on démissionne, hors cas exceptionnel, on n'a pas le droit de toucher le chômage. Donc l'Assemblée nationale veut désormais qu'on considère qu'en situation d'abandon de poste, le salarié n'a pas été privé involontairement de son emploi et donc il n'a pas le droit au chômage. Alors vu de loin, ce changement, il peut paraître de bon sens, mais je peux vous assurer qu'en réalité, ça pose de très gros problèmes pratiques parce que c'est un changement complet de paradigme dans l'appréciation de la question de savoir si un salarié a droit ou non au chômage en cas de perte de son emploi. Et pour bien comprendre ce qui se passe, il faut reprendre les bases. Alors le dispositif d'assurance chômage, il est défini essentiellement par le règlement général UNEDIC. Et en son article 1, il fixe le critère pour être allocataire du chômage, il faut que le salarié ait été privé involontairement de son emploi. Et dans l'article 2, il visait les différents cas où on considérait effectivement qu'un salarié a été privé involontairement de son emploi. Et parmi ces cas-là, il y avait le licenciement sans aucune exception. Donc le principe était extrêmement simple. Dès lors qu'on était en présence d'un licenciement, c'était bien un mode de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur et par conséquent, le salarié, peu importe le motif de licenciement, avait droit de percevoir le chômage. Et pour le dire autrement, très concrètement, il suffisait d'aller regarder sur l'attestation Pôle emploi établie par l'employeur la case qui était cochée sur le mode de rupture du contrat de travail. Et si la case c'était celle du licenciement, Pôle emploi n'allait pas plus loin, n'allait pas voir la lettre de licenciement pour examiner les motifs et décider tout simplement d'octroyer le droit au chômage aux salariés concernés. Et vous comprenez que c'est ça qu'on va changer, hein. Désormais, Pôle emploi va aller regarder dans les lettres de licenciement si le motif n'est pas un abandon de poste. Et donc on passe d'une appréciation in abstracto ou formelle qui était favorable aux salariés à une appréciation in concreto qui par définition va être défavorable aux salariés. Alors encore une fois, on peut comprendre la logique du législateur qui voudrait prévenir, empêcher les situations d'abus, mais vous allez voir qu'en pratique, c'est pas si simple du tout. Première observation, ce changement va produire des aberrations. Parce qu'un salarié licencié pour faute lourde, ce qui par définition veut dire qu'il a eu une intention de nuire à l'entreprise. L'exemple classique, c'est le salarié qui volontairement met le feu à l'entreprise. Bon, eh bien lui, il va avoir droit au chômage, mais pas le salarié qui est en abandon de poste. Allez chercher la logique là-dedans. Deuxième observation, ce changement législatif, il est très dangereux. On ouvre la boîte de Pandore. Parce que si on commence à aller apprécier concrètement les motifs du licenciement pour savoir si le salarié a le droit au chômage, qu'est-ce qui empêche que demain, on dise que d'autres motifs de licenciement seront aussi privatifs du droit au chômage? Prenez par exemple un salarié qui commet un vol dans l'entreprise ou un harcèlement contre ses collègues de travail ou encore une agression verbale ou même physique, et je prends volontairement des fautes qui sont extrêmement graves pour que vous compreniez bien mon propos. Évidemment, ces fautes doivent être sanctionnées et elles le sont par le licenciement et éventuellement par des condamnations pénales. Mais si vous ajoutez à ça
le fait de priver le salarié du droit au chômage, alors c'est la double peine, mais surtout, vous avez totalement changé le critère pour savoir si un salarié a droit ou non au chômage. C'est-à-dire qu'on passe d'un critère qui était neutre et objectif, la privation involontaire d'emploi, à un critère totalement subjectif et moral qui consistera à juger sur le plan éthique le comportement du salarié. Est-ce que vraiment on veut rentrer là-dedans? Et puis attention, parce que vous pouvez être licencié pour faute grave, mais être totalement innocent. Et dans ce cas-là, ça veut dire qu'il faut saisir un juge pour qu'il puisse trancher la difficulté. Sauf qu'une procédure aujourd'hui prud'homale, ça prend généralement au moins 2 ans, 3 ans, 4 ans. Sauf qu'en attendant, ça veut dire que vous ne percevez pas vos indemnités chômage. Si on prend le cas de l'abandon de poste, il y a des salariés parfois qui arrêtent de travailler parce qu'ils exercent leur droit d'alerte et de retrait, parce que les conditions de sécurité ne sont pas réunies et il y a un danger grave et imminent. Et à ce moment-là, il faut pouvoir porter l'affaire en justice et que le juge tranche. Sauf qu'encore une fois, les gens n'ont pas le temps d'attendre de percevoir leurs indemnités chômage. Donc vous voyez qu'en pratique, c'est très compliqué. Alors certes, dans l'amendement qui a été adopté, le législateur a prévu le recours à une procédure d'urgence, c'est-à-dire que le salarié doit pouvoir saisir directement le bureau de jugement du Conseil de prud'homme qui doit statuer dans le mois de sa saisine. Sauf que on la connaît, cette procédure, parce qu'elle existe déjà pour d'autres types de situations, et en pratique, ça se passe pas du tout comme ça. Déjà parce que les conseils de prud'homme, bien souvent, ne fixent même pas une date d'audience dans le mois de leur saisine, c'est-à-dire que c'est les juridictions qui elles-mêmes ne respectent pas la loi. Bon, si elles font comme ça, c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas assez de juges et donc il n'y a pas assez de moyens. Mais quand bien même elles fixent un délai qui respecte la loi, de toute façon, l'avocat adverse bien souvent sollicite un renvoi et on ne peut pas vraiment s'y opposer parce que vous savez que dans la procédure en France, il faut respecter le principe du contradictoire. Et l'avocat de l'employeur, dans ces cas-là, très souvent, il est saisi quelques jours avant l'audience. Donc effectivement, il n'a pas eu le temps de se mettre en état. Si bien qu'en pratique, très souvent, ces procédures-là, elles durent de toute façon au minimum 4, 5, 6 mois. Et on parle que de la première instance. Parce qu'après, on peut toujours faire appel. Et alors là, les délais devant les cours d'appel, alors pour celles que je connais, c'est Paris, Versailles et Rouen, c'est au minimum 2 ans et demi, voire 3 ans, juste pour la procédure d'appel. Troisième observation, ce changement va totalement à l'encontre de la logique même du dispositif d'assurance chômage, qui est un mécanisme de solidarité et qui est financé par les travailleurs eux-mêmes et qui a vocation à jouer dès lors qu'un salarié se retrouve sans travail et donc sans ressources. Et c'est d'ailleurs d'autant plus surprenant qu'Emmanuel Macron, en 2017, lorsqu'il était candidat à la présidentielle, avait fait la promesse d'élargir le droit au chômage à l'ensemble des démissionnaires. Alors, force est de constater qu'il ne l'a pas fait et que désormais, il vient même encore restreindre les cas d'ouverture du droit au chômage. Alors, pour ce qui est des cas exceptionnels de démission qui ouvrent droit au chômage, si ça vous intéresse, je vous mets en lien en description avec la liste des cas de démission considérés comme légitimes. Mais hors ces cas très particuliers et restreints, retenez que en principe, la démission n'ouvre pas droit au chômage et qu'il n'y a que 2 grands types de situations qui donnent droit au chômage. C'est la rupture amiable, avec la rupture d'un commun accord quand on est en CDD et la rupture conventionnelle quand on est en CDI. Et puis sinon, c'est le licenciement, sauf, bien sûr, vous l'avez compris, pour l'abandon de poste avec le changement qui vient d'être voté. J'en viens maintenant à mes conseils pratiques. Si vous êtes dans une situation où vous voulez quitter votre travail tout en percevant le chômage. Alors pour moi, il y a 2 options. La première, c'est de forcer la rupture conventionnelle auprès de votre employeur. Je prends la situation où vous avez demandé une rupture conventionnelle à votre employeur, mais il vous l'a refusé. Dans ce cas-là, vous n'avez pas 36 000 solutions. Il faut lui trouver des griefs, des manquements à lui reprocher. Alors ça peut être le non-paiement d'heures supplémentaires, le non-paiement d'une prime, une discrimination salariale, le non-respect des minimums conventionnels, etc. etc. L'idée, c'est que vous puissiez reprocher ça à votre employeur pour qu'il comprenne que s'il n'accepte pas votre demande de rupture conventionnelle, vous avez les moyens d'agir en justice et ça pourrait lui coûter bien plus cher. Parce que je rappelle qu'une rupture conventionnelle pour un employeur, si vous verse le minimum légal, ça veut dire l'indemnité légale de licenciement, ça va pas très loin, c'est 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté. Pour le dire autrement, si vous avez 4 ans d'ancienneté, vous avez le droit à 1 mois de salaire. Vous voyez que ça lui coûte quand même pas grand-chose. Et donc si vous commencez à invoquer contre lui des manquements et où il peut se dire « Ouh là là, mais si on va en justice, je vais avoir les frais d'avocat et puis en plus je pourrais être condamné », bon,
il peut parfois être plus disposé à vous accorder la rupture conventionnelle, ce qui vous permettra de quitter votre travail tout en percevant le chômage. Alors évidemment, si vous êtes dans ce cas-là, je vous recommande plutôt de recourir à un professionnel du droit parce qu'il sera plus à même notamment de déceler les éventuelles failles dans votre contrat de travail qui permettront d'élever des griefs, des manquements contre votre employeur. La deuxième solution, c'est de se faire déclarer inapte par le médecin du travail. Je vise la situation où un salarié est en souffrance, il a des conditions de travail qu'il n'arrive plus à supporter, il est en arrêt maladie ou il envisage en tout cas d'aller voir son médecin traitant pour être arrêté. Et dans ce cas-là, le fait de se faire déclarer inapte par le médecin du travail est une excellente solution pour quitter son entreprise. Pourquoi cette solution est idéale? D'abord parce que comme vous êtes licencié, vous avez le droit au chômage. Ensuite, l'employeur est obligé de vous verser l'indemnité légale de licenciement. Et puis surtout, vous conservez toutes vos chances d'agir en justice parce que peut-être que vous voudrez agir contre votre employeur pour dire qu'il a manqué à son obligation de sécurité, il aurait dû protéger votre santé mentale ou physique, il ne l'a pas fait, et par conséquent, vous demandez la requalification du licenciement pour inaptitude en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse. Enfin, je le précise parce que la question m'est souvent posée, mais le constat d'inaptitude fait par le médecin du travail, il ne vaut que pour l'entreprise considérée. Ça veut dire que vous n'allez souffrir d'aucun préjudice pour votre avenir professionnel, pour votre carrière. Une fois que vous êtes licencié, vous pouvez retrouver du travail où bon vous semble, sans aucune restriction médicale qui ne s'applique. Alors évidemment, si vous envisagez de faire un recours en justice contre votre licenciement pour inaptitude, il y a des actions à mettre en place avant votre licenciement. Mais tout ça, j'y reviendrai dans de prochaines vidéos pour vous donner des explications. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. Si elle vous a plu en tout cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à très bientôt. Et en attendant, prenez soin de vous.